Si vous avez des questions générales à poser sur le logement social, je suis à votre pleine écoute. Monsieur Caméry, vous dites que vous faites des propositions à ces bailleurs-là, alors qu'il y a parmi nous des gens qui ont fait des lettres à ces bailleurs. Ils ont répondu comme quoi c'est la mairie qui a le dernier mot. J'ai même ces courriers-là et je peux même vous les montrer. C'est un bel exemple de lâcheté, de se défausser sur la complexité du système pour ne pas avoir à assumer une réponse qui est forcément une réponse désagréable, puisque c'est non. Et au lieu de vous dire non tout de suite et d'argumenter leur refus, ils refilent la balle. Et c'est ça qui se passe sur le logement social. Ça fait 2 ans que je le vois. Les demandeurs que je reçois, moralement, n'en peuvent plus. La plupart du temps, ils sont baladés de structure en structure. On les balade de la mairie au conseil général, du conseil général au bailleur, du bailleur à la préfecture, pour les dossiers d'ALO notamment, de la préfecture à diverses associations. Et comme personne, au final, n'a la solution globale pour tout le monde, on se refile la balle, comme ça, gentiment, avec une lâcheté terrible. C'est ça la réalité. Moi, je vous ai dit les choses telles qu'elles sont. Ceux qui attribuent les logements sociaux, ils pourront vous dire tout ce qu'ils veulent. C'est au final, et dans 100% des cas, ce sont les bailleurs, ce sont les propriétaires, au travers de leur commission d'attribution. Alors après, par contre, il y a des bailleurs qui sont plus compréhensifs que d'autres. C'est-à-dire, vous avez 4 grands types de contingents. Quand je parle de contingents, c'est d'institutions qui sont en droit de faire des propositions aux bailleurs. Vous avez donc la mairie, je prends l'exemple d'Argenteuil. La mairie, c'est 2 logements sur 10, 20%. Vous avez le 1% patronal. Alors maintenant, ça s'appelle Action Logement. Donc Action Logement, c'est pour les entreprises de plus de 20 salariés. Elles cotisent à une taxe particulière qui finance la construction de logements. Et en échange de ce financement, elles peuvent proposer des candidats sur ce quota-là. Donc vous avez le 1% patronal, vous avez la préfecture qui à Argenteuil est de très loin le plus important contingent. Pourquoi ? Parce que c'est le contingent de l'État. Et pourquoi c'est le plus important à Argenteuil ? Parce qu'Argenteuil est une ville qui a largement bénéficié de ce qu'on appelle l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, notamment sur le Val-Nord. Et donc tous les logements qui sont passés par l'ANRU, une bonne partie d'entre eux du moins, sont en contingent préfectoral. Donc vous avez la mairie, le 1% patronal, la préfecture et le bailleur lui-même, qui peut, entre guillemets, se faire des propositions à lui-même, notamment dans le cadre de mutation. C'est-à-dire de gens qui sont déjà dans un logement social et qui veulent aller dans un autre. Donc ça, c'est 4 voies d'entrée, mais au final, tout ça va dans une même commission où c'est le bailleur qui décide. Et du moins, à Argenteuil, ça se passe comme ça, et ça se passe comme ça un peu partout ailleurs. Si je prends l'exemple de AB Habitat, je vous l'ai dit tout à l'heure, AB Habitat, c'est 6 sièges, 5 pour le bailleur, 1 pour la mairie. Donc on défend nos dossiers, et généralement, c'est un nombre ridicule, 3, 4, 5 logements par commission, jamais plus. Et puis après, vous avez tous les autres contingents qui sont examinés par AB Habitat. Mais disons-le, enfin moi je vous le dis et je le dis publiquement, les motifs de refus d'AB Habitat sont pour un certain nombre d'entre eux totalement illégitimes. Totalement. Quand vous avez l'ancienneté, les revenus, aucun antécédent contentieux, c'est-à-dire pas de loyer impayé, etc., quelle est la raison de vous refuser un logement ? Il n'y en a pas, à part la politique. Moi, quand même, on est arrivé dans une situation, la loi me permet de mettre jusqu'à 3 candidats par logement. Je peux positionner 3 familles par logement, ça c'est ce que la loi me permet. Mais très concrètement, notamment sur Argenteuil, c'était très rare d'en arriver là. Avant, on présentait 1 candidat par logement, le candidat passait. Voilà, parce que les choses se faisaient en bonne intelligence. Aujourd'hui, depuis 2014, on est effectivement obligé de présenter jusqu'à 3 candidats par logement, parce que si le plan A passe pas, au moins il y a un plan B, voire un plan C. Mais des fois, les 3 sont rejetés. Voilà, c'est ça la réalité contre laquelle je suis confronté, ce qui m'amène à une ultra sélection des dossiers, enfin du moins quand j'étais en responsabilité, notamment sur l'ancienneté, c'est-à-dire sur les critères les plus objectifs, l'ancienneté, la capacité économique, c'est-à-dire la profession, le revenu, et la composition de la famille. Parce qu'il faut que la composition de la famille corresponde au type de logement qui sont disponibles avec certaines différences, disons. Donc on fait ce qui est en notre pouvoir, et notre pouvoir, c'est seulement un pouvoir de proposition. Le pouvoir de décision, c'est pas nous qui l'avons, quel que soit ce qu'on ait pu vous dire par ailleurs. Encore une question ? Bonjour. En fait, depuis votre discussion, en fait, vous avez dit que vous avez des déficits budgétaires de 358 millions d'euros et une dette financière, en fait, sur la ville d'Argenteuil, en fait. Vous pouvez pas faire des investissements immobiliers sur la ville d'Argenteuil.
Et par rapport à Cergy, c'est-à-dire Val d'Oise, Argenteuil, elle a eu 19 par rapport à 25, c'est-à-dire 0,76% de demande de logement. Et du coup, à chaque fois, vous vous trouvez dans un problème de trouver de logement pour les ménages. C'est-à-dire, c'est quoi les politiques monétaires pour dépasser ce déficit budgétaire et déficit financier, en fait? Merci. Ce qui est sûr, c'est que le levier de construction, c'est forcément d'abord une problématique financière. Ça, c'est certain. Alors, je corrige un peu les chiffres que vous avez redits. Ce qu'on a hérité en venant ici, c'est une dette de 305 millions d'euros pour une ville de 100 000 habitants et un déficit courant d'à peu près 25 millions d'euros. Voilà, ça c'est la facture. Le premier jour où on est arrivé, boum, on avait ça sur la table. Il vous a pas échappé que la ville d'Argenteuil s'est lancée dans un plan d'économie extrêmement massif qui n'a, je pense, aucun équivalent en France. Un plan d'économie qui nous a malheureusement amené à faire des choix humains assez durs puisqu'on a dû licencier plus de 400 personnes, notamment à la mairie. Mais c'était même pas un choix, c'était juste une obligation. Dès les premières semaines de notre mandat, la Chambre régionale des comptes nous a tombé dessus. Ça a été extrêmement violent, extrêmement désagréable. Pendant l'année 2014, le préfet nous a à demi mis sous tutelle, c'est-à-dire qu'il nous laissait notre budget de fonctionnement, mais en revanche, il avait tutélisé le budget investissement, donc on ne pouvait pas sortir 1 euro sans qu'il donne son accord. Donc voilà, c'est de cette situation dont on sort. Et la Chambre régionale des comptes nous a imposé un plan d'économie sur 3 ans, et on est encore malheureusement en plein dedans. Donc quand on arrivera à sortir de cette ornière-là, là éventuellement, on pourra revenir sur des perspectives de construction. Mais encore une fois, la réalité, c'est qu'il faut trouver des partenaires, et là je pense à la fois aux bailleurs sociaux, mais aussi à des promoteurs plus classiques. Ils veulent tous construire du logement, parce que le logement ça rapporte, surtout le logement social. Pour les bailleurs sociaux, c'est un bon filon. Parce que comme vous avez un taux d'occupation forcément maximal, et qu'en plus, une grande partie des loyers vous est payé par la CAF, c'est-à-dire avec la plus grande garantie, c'est un bon filon, le logement social pour les bailleurs. Ok, mais il faut que ces mêmes acteurs s'engagent également dans le financement des services que nous ne pourrons pas financer tout seuls. Et je pense notamment aux écoles. Donc nous ne construirons pas plus de logements sur Argenteuil tant que nous n'aurons pas des acteurs qui seront en volonté de payer également avec nous les autres services nécessaires à la bonne vie des locataires de ces logements. Ces locataires vont devoir mettre leurs enfants dans des écoles, bénéficier de réseaux qui fonctionnent, d'avoir des voiries correctes, etc., etc. Mais surtout la problématique des écoles. Donc ça, c'est le premier sujet à régler. Et quand on aura ces partenaires-là, et on en a quelques-uns en tête, là, on pourra repartir sur une dynamique de construction. Toute dernière question. Alors madame, l'ATMF, association très connue sur Argenteuil. Bonjour, monsieur Camilleri. Alors la dame de l'ATMF, c'est Fouzia Mami. L'ATMF dans le Val-Sud est confrontée à ce problème de logement. On accueille aussi énormément de familles en grande précarité. Et on se demande franchement aujourd'hui qu'est-ce qu'il va advenir de ces familles qui n'ont pas de logement et qui de plus en plus font appel à nous autres associations, puisque les assistantes sociales sont aussi démunies que nous et qui ne trouvent pas non plus de solution. Alors, tout à l'heure, monsieur Camilleri, vous avez parlé du bailleur social sur Argenteuil, AB Habitat. En effet, donc aujourd'hui, l'agglomération n'étant plus, les problèmes vont s'accroître. Par contre, vous n'avez pas cité le bailleur social Val d'Oise Habitat qui est présent à Argenteuil, où la municipalité a aussi un contingent. D'ailleurs, je m'étonne aujourd'hui, concernant le logement, on n'a aucun bailleur à la tribune et c'est dommage parce que ce sont eux justement qu'on devrait questionner et qu'on devrait faire participer. Vous avez dit aussi, parce qu'on a fait très souvent appel à vous, monsieur Camilleri, quand vous étiez, on vient de l'apprendre, on ne savait pas que vous n'étiez plus maire adjoint au logement, et c'est dommage, parce que c'est vrai qu'on vous sollicitez énormément et vous répondez à chaque courrier, c'est très bien. Alors j'espère qu'il y aurait une personne qui va vous remplacer en tant que maire adjoint. Alors ma question c'est, aujourd'hui on parle de ghettoisation à Argenteuil, ce mot est très fort et ça me choque vraiment, réellement, puisque moi je me sens très bien dans ma ville, on ne se sent pas ghettoisé, bien au contraire, on vit très bien à Argenteuil. Ça reflète aussi une société, c'est vrai qu'il y a eu peut-être par le passé des erreurs d'urbanisation, etc. Mais aujourd'hui, Argenteuil est une ville cosmopolite, on vit très bien dans nos quartiers, dans notre ville en général. Et ma crainte, c'est que demain, est-ce qu'on va pas nous renvoyer dans le fin fond du Vexin français parce que on fait partie aujourd'hui du Grand Paris? Voilà, c'est ça ce qui me choque et m'interpelle. Si vous pouvez répondre à cette question. Alors, effectivement, oui.
on aurait pu espérer la présence de bailleurs aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que vous avez raison, la mairie d'Argenteuil a un contingent à peu près égal en termes de proportion chez tous les bailleurs. Évidemment, c'est à peu près 20% chez tous les bailleurs. Ça, bon, c'est une réalité chiffrée. Mais derrière, évidemment, comme c'est AB Habitat qui a le plus de logements, en valeur absolue, le contingent le plus important, c'est chez AB Habitat. AB Habitat sur Argenteuil, c'est 8500 logements. Donc on a 20% de ça. Val d'Oise Habitat sur Argenteuil, c'est 1300 et quelques logements. AB Habitat, 8005. VOH, 1003. Bon, je pense qu'en termes de capacité entre l'un et l'autre, on parle pas quand même du tout de la même chose. Mais je peux vous dire que l'intégralité de nos contingents sont exploités au maximum. Je ne laisse jamais un logement de mon contingent libre plus de 1 mois. Je reçois l'avis de libération qui m'est envoyé par les bailleurs quand ils le veulent d'ailleurs. Je reçois l'avis de libération, on le traite en mairie, on a tout de suite des candidats à mettre et moins d'1 mois plus tard, on a des candidats sur ce logement. Donc je peux vous dire que le taux d'utilisation de notre contingent est de 100%. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Deuxième, ghettoisation. Il ne s'agissait pas de froisser personne, mais il faut quand même voir la réalité en face. Quand vous mettez sur quelques hectares dans des villes bien connues, que vous concentrez toutes les difficultés économiques, sociales, humaines, culturelles au même endroit, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment ou à un autre, ça finisse, comme on l'a vu en 2005 et à d'autres moments, qu'il y ait une espèce d'éruption collective. Moi, je suis favorable à la diffusion des populations les plus en besoin. J'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure. Diffusion à différentes strates, diffusion entre les villes. Et là, il faut que maires de droite et de gauche fassent chacun un pas vers l'autre. Je pense avoir expliqué dans des termes assez nets tout à l'heure en quoi chacun d'eux avait un intérêt sur le fait soit d'accueillir, soit justement de ne pas accueillir du logement social. Diffusion entre les villes, diffusion entre les quartiers et diffusion au sein même des bâtiments. Et si vous avez comme ça une diffusion des populations qui sont le plus en difficulté, je dis pas qu'on n'aura plus de problème d'intégration, mais ça se posera de manière moins brutale puisque moins concentrée. Je pense vraiment assez peu intelligent de concentrer les mêmes problèmes aux mêmes endroits. Je pense vraiment qu'on aurait intérêt, et entre quartiers dans une même ville et dans un même bâtiment, à diffuser les réalités socio-économiques. Troisième point, la politique municipale sur ce que vous demandiez. Je suis content que vous l'ayez reconnu. Je pense avoir toujours été, en ce qui me concerne, un interlocuteur extrêmement proactif sur toutes les demandes de logement que je recevais. J'en profite d'ailleurs pour préciser un point. À défaut d'avoir la solution pour loger 6800 demandeurs, qui est en fait un stock qui ne décroît jamais, puisque plus vous en logez, plus vous avez de demandeurs nouveaux qui s'inscrivent, qui viennent de l'extérieur. À défaut d'avoir la solution, on essaye au moins d'orienter vers la piste, celle qui a le plus de chances de succès pour chaque profil. Les gens qui présentent toutes les caractéristiques d'Allo, par exemple, on leur explique et on les accompagne, en partenariat avec des associations comme Le Souffle ou comme vous à la TMF, on les accompagne dans le dispositif d'Allo, pour pouvoir non plus bénéficier que du contingent municipal, mais pour pouvoir bénéficier aussi du contingent de l'État, qui est 2 fois supérieur au nôtre sur Argenteuil. Les gens qui sont en mutation, je soutiens 100% de toutes les demandes de mutation qui m'ont été présentées. J'écris individuellement à tous les directeurs généraux des bailleurs sociaux concernés pour soutenir chaque demande de mutation individuellement. Les cas les plus problématiques, donc là je pense les cas d'insalubrité, ce qu'on appelle l'insalubrité irrémédiable, c'est-à-dire où vous avez un arrêté d'évacuation par le préfet, ou les cas de violence conjugale, qui est un problème qui se pose beaucoup à Argenteuil. Ça aussi, c'est des cas qu'on priorise par rapport à tous les autres. Donc ça, c'est un moyen de pouvoir avoir une proposition vraiment beaucoup plus vite. Nous, il est hors de question qu'on maintienne dans cette ville des femmes qui se font battre dans leur appartement et qui ont déposé plainte à plusieurs reprises et pour lesquelles il ne s'est jamais rien passé depuis des années et qui continuent ce calvaire. Je pense que le battage récent autour de Madame Sauvage, que vous avez dû entendre dans les médias, a quand même beaucoup participé à faire prendre conscience là-dessus. Sur le Grand Paris, aucune inquiétude, le Vexin n'est pas dans le Grand Paris. Le Grand Paris, c'est Paris, les 3 départements de la Petite Couronne, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, et 5 communes de l'immédiate Grande Couronne, Chelles, etc., et Argenteuil. Donc, au contraire, comme manière de mutualiser les moyens pour construire du logement social, la métropole a quand même d'abord été construite pour ça. Le premier objet de la métropole, c'est de construire du logement. C'est son premier objet. Et le deuxième, c'est de construire du transport. Donc le premier objet, c'est le logement. Aucune proposition n'est faite sans l'accord des demandeurs. Donc quelqu'un qui travaille à Argenteuil ou qui a toutes ses habitudes de vie à Argenteuil, quel serait le sens de l'envoyer à Magny-en-Vexin? Ça n'a aucun sens et surtout ça favorise la diffusion dans la ville d'une espèce de pseudo-peur qu'on a vu notamment se développer sur Joliot-Curie quand il s'agissait de rénover la cité à l'époque, où les gens ont pensé qu'on allait les
mettre à l'autre bout de la région Île-de-France. C'est faux, c'est totalement faux. Tout simplement parce que quand vous détruisez du logement social, vous avez des obligations de relogement sur place. La question ne se pose pas. Madame, je vous écoute. Je voudrais savoir que faut-on pour les adultes et enfants handicapés? Alors là, pour le coup, c'est vraiment un sujet. Moi, en 2 ans, j'ai eu 3 logements PMR sur mon contingent. Il y a une vraie problématique. Je ne sais pas s'il faut imposer un quota minimum dans chaque immeuble, ce qui est de toute façon déjà le cas en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que les disponibilités de logements PMR, c'est-à-dire pour personnes vraiment à mobilité réduite, donc en fauteuil, ou alors la catégorie intermédiaire, c'est ce qu'on appelle des logements adaptés, avec des plus grandes encadreurs de portes, des baignoires plus basses, etc. Ça, sur Argenteuil, il y en a très peu. Et malheureusement, la mairie, à part mettre la pression aux bailleurs, n'a pas d'autre pouvoir en la matière. Ceux qui décident de la construction de leur logement, ce sont encore une fois les bailleurs sociaux. C'est eux qui embauchent les architectes et c'est eux qui construisent. La mairie a un pouvoir de pression, mais n'a pas un pouvoir de commandement en la matière, sauf éventuellement au travers du PLU, et encore. Madame, vous avez une question, ça sera la dernière. Hein. Je ne suis pas d'Argenteuil, mais de Beson. Ce n'est pas une question, mais ce sont plusieurs interventions, j'espère brèves. Ce que vous avez appelé tout à l'heure, au début de votre toute première intervention, un jeu de renvoi de balle, pour moi, je l'appelle un mensonge. Et ce sont des hypocrisies. Première chose. Deuxième chose, dans les années 60, je suis venue à Argenteuil, moi qui habitais Paris 10e, et j'ai vu construire ces tours à Argenteuil, et j'ai vu les champs, et j'ai vu également le film avec Jean Gabin, le jardinier d'Argenteuil. Je voulais dire que je ne crois plus, ni en la droite, ni en la gauche, ni même dans l'État français, parce que l'État français a oublié ses racines. On parle toujours des droits de l'homme, mais moi je me souviens qu'il y avait les droits de l'homme et du citoyen. Revenons déjà à 1789, qui n'a pas fait que du bien car il y a eu 1793. Reprenez vos livres d'histoire. Les racines de la France datent d'avant 1789. Et comment était la France? Réfléchissez. Il y a de plus en plus de Français d'origine étrangère que je suis la première à avoir accueillis en tant qu'enseignante dans le 78, aussi bien à Montesson qu'à Sartrouville, pour finir Garenne-Colombes et Nanterre. Et je peux vous dire qu'au moment où j'ai commencé en septembre 1977 et quand j'ai arrêté vraiment mon dernier cours le 15 juin 2015, je peux vous dire que j'ai vécu des périodes d'enfer au sens réel. C'est pas un petit enfer de je ne sais quoi. Je l'ai vécu au sein de l'école laïque française publique dans laquelle j'ai enseigné depuis 1992 par un concours d'État et je suis capétienne. J'ai échoué aux agrégations. Et je pense, moi qui suis croyante, que le Seigneur voulait que je reste parmi les petits, alors que mon père est dans Paris 20e, qui se ghettoise, madame. Un ghetto n'est pas qu'un ghetto pour les pauvres. Je vous présente un ghetto à Paris, Paris 7e, Paris 16e, Paris 8e et autres. Même le 18e, le 19e, le 20e, le 11e, où j'ai vécu à 10e, 11e, et mon père maintenant 20e, ce sont que des riches, des gens sans cœur, des cœurs de pierre, eh bien je peux vous dire que moi je suis fière d'être franco-française. La mixité, la concentration des difficultés n'est pas une manière de les résoudre. Ça a été surtout une manière pour un certain nombre d'élus de mettre des populations ou des difficultés qu'on n'avait pas envie de voir dans un endroit loin et de se dire bon allez ça vivra. Mais non, ça vit pas. Ou du moins ça vit mal. Et il suffit de voir comment ça se passe dans nos écoles. Je pense que si vous êtes enseignante, notamment à Nanterre, bon, vous avez dû en voir quelques exemples. La mixité, c'est la diffusion. Il faut diffuser les populations entre les quartiers, dans les bâtiments et entre les villes. Et ça, je peux vous dire qu'il y a encore énormément de travail à faire. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous ai dit beaucoup de choses, donc j'imagine qu'il y a peut-être eu un peu de la perte en route, mais voilà, j'ai essayé de vous répondre avec mon cœur et avec mes tripes. Je suis jeune, un jeune élu. Je peux vous dire que vous retrouvez confronté toutes les semaines à des situations humaines toutes plus difficiles les unes que les autres. Ça vous apprend beaucoup sur l'homme et ça vous montre surtout à quel point le politique peut malheureusement être démuni pour répondre aux difficultés et à la misère humaine. Moi, ça m'a excessivement marqué, mais ce qui est sûr, c'est qu'une adjointe très compétente a pris ma suite qui s'appelle Tania De Azevedo. Vous pouvez la contacter via le site internet de la mairie. En un peu plus d'1 an et demi, j'ai reçu 900 familles, ce qui n'avait jamais été fait dans cette ville. Aucun élu n'avait jamais autant reçu de monde pour le logement sur Argenteuil. Je sais que Tania s'inscrira dans